Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Mon véhicule est très chargé. Réponse A. J'augmente la pression des pneus. Réponse B. Je diminue la pression des pneus. Alors, comment savoir la pression à adapter lorsque le véhicule est plus ou moins chargé? Alors, c'est très simple, il faut te référer à l'étiquette que tu trouveras en général à l'intérieur de ta portière avant. Pour simplifier les choses, en général, cette étiquette ressemble à ça. Alors, comment lire une étiquette de pression de pneu? Tout d'abord, si tu remarques bien, ici, il y a une série de numéros qu'on appelle indice alphanumérique. Si tu sais pas ce que c'est que indice alphanumérique et que là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille fortement de te former parce que c'est très important. Pour rappel, sur le flanc d'un pneu, on a des numéros et des lettres qu'on appelle indices alphanumériques qui correspondent aux caractéristiques de ta roue. La largeur, la hauteur, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Donc, ce numéro est reporté sur l'étiquette. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pressions qui apparaissent sur l'étiquette correspondent à un type de pneu bien défini. Donc, si tu changes de pneu, fais attention à prendre les mêmes références indiquées sur les indices alphanumériques. Comme tu le remarqueras, ce tableau est constitué tout d'abord de 2 colonnes. Ces colonnes correspondent à quoi? La première correspond aux roues avant et la deuxième correspond à la pression des roues arrière. Ensuite, ce tableau a 2 lignes. La première ligne correspond à un chargement normal de ton véhicule et la deuxième ligne, parfois même il y a 3 lignes, correspondent un chargement élevé de ton véhicule. Par exemple, si ta voiture est très chargée et que tu veux savoir quelle pression adopter à la roue arrière, ici par exemple, la pression qu'il faudra que tu adaptes aux roues arrière est de 3,2 bars. Et tu remarqueras que plus le véhicule est chargé, plus la pression des pneus doit être augmentée. Donc, pour revenir à la question, si mon véhicule est très chargé, ce que je fais, c'est que j'augmente la pression des pneus, je la diminue pas.
hein. Et surtout, je me réfère à l'étiquette qu'il y a dans la portière ou dans le manuel du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. Hein. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais, jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? Bah oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Question numéro 6. Ce conducteur peut stationner à l'endroit où il se trouve s'il utilise un disque bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de fin de zone, de stationnement gratuit, limité dans la durée. Donc par disque bleu. Donc ça, c'est la fin de zone. C'est-à-dire que
après le panneau, ce type de stationnement n'est plus d'actualité. D'accord ? Mais avant ce panneau, donc là où est ce conducteur, c'est qu'effectivement, on est sur un stationnement par disque. Hein ? D'ailleurs, vous pouvez voir le marquage au sol, qui est un marquage au sol bleu. Donc, dans les zones de stationnement par disque, tu dois poser donc le disque visible au niveau de ton pare-brise et en indiquant l'heure du stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction, réponse B, un délit, réponse C, une contravention, réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions, ensuite un peu plus graves les délits, et ensuite les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives, par exemple des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Hein, pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 8. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire. Ça va être la carte grise du véhicule et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 9. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non. Réponse B.
après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a deux piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 11. Je cède la priorité au véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on a deux choses. Regarde. Déjà, devant nous, on a un véhicule à notre droite qui veut rejoindre la chaussée. Et derrière nous, regarde le rétroviseur, il y a une moto qui est quand même assez proche de nous. Alors, est-ce que je cède la priorité au véhicule à droite? Eh ben non, je ne cède pas la priorité au véhicule à droite, car il sort d'une voie privée. Hein? Regardez, c'est un parking, et en plus de ça, regardez le trottoir. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un bateau. Hein? Ça veut dire que c'est un trottoir, c'est une voie privée. Ce n'est pas une rue. Hein? C'est un bateau. Hein? Alors, on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau de profil, tout simplement. Alors, j'ai quand même un danger parce que le conducteur de ce véhicule, il n'a pas l'air de nous avoir vus, en fait. Donc j'ai quand même un danger devant moi. Hein? J'ai un danger devant moi. Je ne sais pas si ce conducteur va griller la priorité. Donc pour prévenir la moto derrière moi, je vais faire des appels de feu stop. Qu'est-ce que ça veut dire des appels de feu stop? Je vais appuyer sur mon frein à plusieurs reprises pour allumer les feux stop à l'arrière de mon véhicule afin de prévenir la moto derrière moi d'un danger. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 12. Après un accident, vous appelez les secours et leur communiquez A. Le nombre de blessés. B. Leur état de conscience. C. Leur nom. D. Le lieu de l'accident. Au téléphone avec les secours, il faudra donner ces informations. Le nombre de blessés, leur état de conscience et surtout le lieu exact de l'accident.
leur nom est totalement inutile. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et D. Question numéro 13. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 16.
Je suis bien placé pour changer ma roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Pour dépasser ces véhicules, je dois. Réponse A. Contrôler mes rétroviseurs. Réponse B. Signaler. Réponse C. Faire des appels de phare. Alors, devant nous, on a des véhicules en feu de détresse que je veux dépasser. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est fermer contrôle. Donc, tout d'abord, contrôle du rétroviseur intérieur. Ensuite, contrôle du rétroviseur extérieur gauche. Et enfin, contrôle de l'angle mort gauche. S'il n'y a personne derrière sur cette voie, je mets mon clignotant gauche pour signaler et j'initie le dépassement. Ici, il n'y a aucune raison de faire des appels de phare. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 18. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc, de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Le champ visuel binoculaire à 100 km/h est de réponse A 100 degrés, réponse B 60 degrés, réponse C 45 degrés, réponse D 30 degrés. Alors, tout d'abord, c'est quoi le champ visuel? Alors, le champ visuel, c'est la portion de l'espace que vous pouvez voir. Alors, il existe le champ visuel
binoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec vos deux yeux. Et le champ visuel monoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec qu'un seul œil. Donc chez l'être humain, le champ visuel binoculaire avec les deux yeux à l'arrêt est de 120 degrés. Contrairement à tout ce qu'on peut vous dire sur les applications que vous trouvez sur Internet. C'est la différence entre des spécialistes du code de la route et des non-spécialistes du code de la route. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que le champ visuel va diminuer avec la vitesse. Plus vous allez prendre de la vitesse, plus votre champ visuel va se rétrécir. Alors ici, on a un tout petit schéma. Donc ici, vous voyez que à 40 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 100 degrés. À 70 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 75 degrés. À 100 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 45 degrés. Et à 130 km/h, un champ visuel binoculaire de 30 degrés. Donc ça, c'est des choses à savoir. C'est des questions qui tombent souvent dans le code de la route Nouvelle Réforme. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Je circule sur une route A. Nationale, B. Départementale, C. Métropolitaine. Alors encore une fois, ça c'est des questions purement de cours. Au-dessus des panneaux de direction, vous avez des cartouches. Donc vous avez par exemple des cartouches qui ont des lettres et des couleurs différentes. Par exemple, ici, vous voyez A10, ça c'est pour le réseau autoroutier. N137 c'est pour les routes nationales et D191 c'est pour les routes départementales. Alors nous ici, au-dessus du panneau donc, de direction, on a le M. M, ça veut dire route métropolitaine. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 22. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi ? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis.
décider, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais freiner? Est-ce que je vais tourner? Est-ce que je vais accélérer? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 23. Je peux ouvrir la portière immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas d'ouverture dangereuse, je suis en infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous regardez donc le rétroviseur, on voit qu'on a une voiture qui s'approche. Donc, est-ce que je peux ouvrir la voiture immédiatement? Non. Ici, il va falloir attendre que le véhicule passe pour ensuite ouvrir la portière. Alors, en cas d'ouverture dangereuse, est-ce que je suis en infraction? Oui, effectivement, vous êtes en infraction, tout simplement parce qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque la manœuvre constitue un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc ça, c'est une amende, c'est une infraction, c'est une contravention de première classe. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 24. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Je vous mets ici le document que vous retrouverez dans la formation. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang. À ne pas confondre avec le taux d'alcool maximal autorisé pour un permis non probatoire qui est lui de 0,5 g par litre de sang. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Mon intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux dépasser le poids lourd devant moi. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, concernant l'intervalle de sécurité, donc question redondante, qui va sûrement vous être posée à l'examen. Comment faire pour savoir si on respecte cette distance de sécurité? On regarde les lignes de rive à droite. Ici, on voit qu'il n'y a même pas une demi-ligne de rive, donc on n'a pas les deux lignes de rive qui nous séparent avec le véhicule qui est devant nous, donc mon intervalle de sécurité n'est pas suffisant. De toute façon, on aurait pu le voir même visuellement, hein. On est beaucoup trop près, on roule à 86 km/h. Ensuite, est-ce que je peux dépasser le poids lourd? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer sur le rétroviseur extérieur gauche qu'il y a un véhicule qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui est très très proche
de nous. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 26. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route est praticable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 27. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. J'ai pas mal insisté sur les questions des vitesses maximales autorisées sur ce test, parce que c'est des questions qui sont très, très, très récurrentes le jour de l'examen. Alors, ici, on est sur autoroute, comme vous le voyez sur la pancarte sur fond bleu qui est à droite. On va reprendre donc le tableau des vitesses maximales autorisées. Donc, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h, sauf en temps de mauvais temps. Donc, quand il y a un mauvais temps, la vitesse maximale autorisée est réduite à 110 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute.
Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 29. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je désactive l'airbag du passager avant. A. Pour un enfant de plus de 10 ans. B. Pour un siège bébé dos à la route. Alors, pour information, les enfants de plus de 10 ans ont le droit de se positionner à l'avant et il n'y a pas besoin de désactiver l'airbag, bien au contraire, pour eux. Alors, par contre, pour les sièges bébés dos à la route, on doit obligatoirement désactiver l'airbag. En général, la désactivation de l'airbag se fait sur le côté du tableau de bord ou alors parfois dans la boîte à gants. Vous avez juste qu'à rentrer votre clé et tourner pour désactiver. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler. Réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions.
celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que il y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a deux petits points en fait qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes deux yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous, et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules, et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Bon, après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important, cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 32. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 33. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence, oui réponse A, non réponse B, d'un hôtel, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 34. Après la signalisation, A, je maintiens mon allure. B, je ralentis. La signalisation indique C, un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D, une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable. Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi, d'accord, une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Question numéro 35. Privilégier les déplacements écologiques permet de réduire la pollution, oui réponse A, non réponse B, de réduire les nuisances sonores, oui réponse C, non réponse D. Alors, bien sûr, utiliser des moyens de transport écologiques va permettre tout d'abord de réduire la pollution de l'air et ensuite de réduire aussi la pollution sonore ou les nuisances sonores. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 36. De gauche à droite, l'ordre des pédales est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. Réponse B,
accélérateur, embrayage, frein. Quel pied doit appuyer sur le frein? Réponse C, le pied droit. Réponse D, le pied gauche. Alors, de gauche à droite, on a tout d'abord, tout à gauche, l'embrayage. Ensuite, au milieu, on a le frein. Et à droite, on a l'accélérateur. Quel pied doit appuyer sur le frein? C'est le pied droit qui doit appuyer sur le frein. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 37. Cet appareil est réponse A, un éthylotest. Réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui est marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs
que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc, c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Mon téléphone sonne alors que je suis au volant. Je regarde qui m'appelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut diminuer ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans le cas où le téléphone sonne lorsqu'on est au volant. Effectivement, on ne regarde pas son téléphone lorsqu'on conduit. En fait, c'est interdit et c'est amendable, même juste pour regarder. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre vigilance. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a 2 panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.